L'Assemblée nationale, les discours, les débats, c'est super, mais c'est très long et il y a beaucoup de temps mort. Mais pas avec moi. Ici, je vous fais un condensé des meilleurs moments de l'Assemblée nationale, les meilleurs discours, les meilleurs débats, les meilleures prises de parole. Et je vous condense tout ça sans les temps morts. C'est tous les jeudis et tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner. Installez-vous confortablement, c'est parti. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Madame la ministre, chaque 1er mai, c'est la même injustice. Nos boulangers, nos fleuristes, nos commerçants de proximité sont contraints de baisser le rideau alors qu'ils ne demandent qu'une chose, la liberté de pouvoir ouvrir leur commerce dans de bonnes conditions au service des Français. Oui, ils veulent travailler et faire vivre nos cœurs de ville et nos villages. Cette France qui se lève tôt pour nourrir et servir nos territoires réclame une seule chose, qu'on lui fiche la paix. Alors qu'elle est chaque jour confrontée aux règles absurdes de cette bureaucratie déconnectée de nos réalités. La loi est cruelle. Elle autorise un boulanger à ouvrir sa boutique, mais elle lui interdit de faire travailler ses salariés. Oui, en France, ceux qui voudraient simplement faire marcher leur commerce prennent le risque d'être lourdement sanctionnés. Madame la ministre, à ceux qui vont faire tourner notre pays et qui supportent tous les efforts, leur dites-vous vraiment que le prix du travail en France un 1er mai, c'est une amende de 750 € par salarié? Le constat est là. Notre pays est devenu un enfer réglementaire et fiscal pour ceux qui travaillent. Les Français travaillent plus pour payer plus. Dans nos territoires, la France du réel nous répète sans cesse ces exemples aberrants qui encouragent davantage l'assistanat que le travail. Avec mes collègues de la droite républicaine, nous disons stop. Stop à un modèle absurde où la liberté de travailler est entravée par la loi. Stop à la bureaucratie qui sacrifie nos commerces de proximité. Stop à une vision punitive du travail et de l'entreprise. Ma question est simple, Madame la ministre. Quand allez-vous agir et rendre enfin leur liberté à ceux qui font tenir la France debout? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Bazin-Malgras. Madame la députée, vous le savez, le droit du travail est régi par la loi, vous êtes parlementaire et vous le savez, rien n'a changé dans les textes de loi depuis très longtemps puisque concernant la législation sur le droit du travail le 1er mai, la dernière jurisprudence date de 2006 pour être précise. Aujourd'hui, notre législation consacre le fait que le 1er mai est le seul jour de l'année qui est non seulement férié, mais également chômé. C'est le sens de la fête du travail. À partir de là, se pose effectivement une question, c'est que dans l'état actuel de notre droit, peuvent travailler celles et ceux dont la nature d'activité ne peut pas être interrompue pour des notions de service public. Prenons au hasard le cas de l'hôpital. Le sujet que vous soulevez, c'est celui des boulangers, des fleuristes, qui, évidemment, un fleuriste le 1er mai vend du muguet. Le boulanger, nous connaissons la tradition de notre pays sur le pain. C'est la raison pour laquelle la Fédération de la boulangerie a interpellé le gouvernement et bien évidemment, ce qu'une loi fait, seule une loi peut le défaire. Au moment où nous parlons, plusieurs initiatives parlementaires existent et notamment vos collègues sénateurs viennent de déposer une proposition de loi sur le sujet. L'Assemblée travaille également sur un autre texte avec le député Marlex et très concrètement, le gouvernement regardera avec beaucoup de bienveillance ces textes permettant aux professionnels de travailler sur base de volontariat en étant bien sûr payés double ce jour-là. Donc évidemment, le gouvernement, en lien avec les parlementaires, est à la disposition de ces professionnels. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Très bien, je vous ai bien entendu, Madame la ministre. Alors j'espère vraiment que le gouvernement s'emparera du projet de loi, du texte de loi de mon collègue Olivier Marlex, que nous avons tous co-signé. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Abderkader Lamar pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, Aboubacar Cissé a été assassiné en pleine prière dans une mosquée du Gard. Mes premières pensées vont à sa famille que nous avons reçue ce matin. À 22 ans,
Il a été victime d'un meurtre islamophobe dans l'indifférence totale des autorités. Ce meurtre n'est pas un accident. Il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Cette stigmatisation est orchestrée, alimentée quotidiennement par les plus hautes autorités de l'État. Votre ministre de l'Intérieur, lorsqu'il crie « à bas le voile », utilise des mots qui poussent ce crime. À la sidération de cet assassinat qui s'ajoute l'injustice ressentie par des millions de nos compatriotes, l'injustice d'une République silencieuse où la simple demande d'une minute de silence à la victime est décrite comme une instrumentalisation politique, l'injustice d'un gouvernement qui a mis plus de 48 heures à réagir, l'injustice d'un ministre de l'Intérieur qui préfère maintenir ses meetings face à l'horreur. Soyons clairs, si un tel crime avait été commis dans une église ou une synagogue, votre ministre aurait été sur place dans l'heure. Et il aurait eu raison de le faire. Alors pourquoi ce mépris? Pourquoi cette différence de traitement? La République fait-elle un tri entre ses enfants? Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie est une réalité quotidienne niée par l'État, parce que les ministres qui sont censés protéger les Français musulmans les attaquent quotidiennement. Et face à cette réalité, votre responsabilité est immense. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes, en commençant par renvoyer M. Retailleau? Je vous remercie. La parole est à M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, bien entendu, ce crime est un crime barbare. Un homme a été tué de façon sauvage alors qu'il priait dans une mosquée. Et je veux, moi aussi, comme je l'ai déjà fait, m'associer à la peine de la famille et assurer nos compatriotes musulmans de la plus totale solidarité de l'ensemble du gouvernement. Que me reprochez-vous? De ne pas avoir réagi? J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir, avec une déclaration très très ferme, bien avant un certain nombre d'entre vous. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? Vous dites que si, dans d'autres circonstances, il y avait eu un mort, j'aurais agi différemment. Certainement pas. C'est vous qui avez l'indignation sélective, qui vous indignez à géométrie variable. Lorsque, dans une église à Nice, il y a quelques années, il y avait eu 3 morts, y a-t-il eu un seul rassemblement des Insoumis et de LFI? Avez-vous parlé de christianophobie? Non, bien entendu. Ce bruit, en réalité, ce bruit, c'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France, vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire. Vous abîmez notre pays quand vous le communautarisez. Vous abîmez notre pays quand l'un des vôtres appelle à la sédition, appelle à la milice privée. Vous abîmez aussi notre beau pays quand vous chassez un député socialiste parce que son parti serait sioniste, avec sans doute des relents antisémites. Eh bien oui, vous desservez la cause que vous voulez servir. La République, ce n'est pas le communautarisme. La France, c'est ce pays où on est français, pas à raison de la couleur de la peau, de la religion ou des origines. La France, c'est le pays qui est notre pays et c'est la République où il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur Retailleau, 14 kilomètres entre la sous-préfecture d'Alès et la mosquée où a été assassiné Aboubacar Cissé. Et vous n'avez même pas daigné parcourir ces kilomètres pour aller lui rendre hommage. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Sébastien Chenu pour le Rassemblement national.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Le 1er mai prochain, beaucoup de Français vont célébrer cette belle valeur qu'est la valeur du travail. Pourtant, désormais, beaucoup de Français ont peur ou redoutent d'aller manifester dans des manifestations justement qui sont régulièrement perturbées par l'extrême gauche la plus violente. La banalisation de cette violence issue de l'extrême gauche et les filles écolos est une épée de Damoclès qui pèse sur notre paix civile. Avec sa stratégie insurrectionnelle, avec ses appels à l'intifada, avec ses appels à la création de milices, l'extrême gauche menace notre démocratie. Avec sa chasse à l'homme, telle qu'on l'a vu pour notre collègue socialiste Guedj, viré d'une manifestation parce qu'il est juif, avec celle du professeur Balanche à la faculté de Lyon, avec ses attaques de meetings, avec ses attaques de militants politiques comme les jeunes RNJ à Bordeaux ou à Meaux, avec son antisémitisme, l'extrême gauche brutalise la démocratie. Feignant la compassion comme Jonathan Daval pleurant son propre méfait, Jean-Luc Mélenchon souffle sur les braises, pousse au séparatisme. Il met à mal notre pays qui n'a pas besoin de cela. Élu grâce à M. Attal, l'extrême gauche relaie ici cette violence lorsqu'elle ne l'abrite pas elle-même dans ses propres rangs de la façon la plus sordide. Monsieur le ministre, vous parlez souvent fort. En janvier, comme vous le réclamait le Rassemblement national par la voix de notre collègue Odoul, vous annonciez étudier la dissolution de la Jeune Garde, cette milice de voyous d'extrême gauche. Plus rien de pluie, plus de son, plus d'images. Même chose pour les frères musulmans. Vos déclarations, monsieur le ministre de l'Intérieur, ne suffisent pas. Que comptez-vous faire ? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison, le 1er mai, c'est une date symbolique qui doit pouvoir réunir celles et ceux qui sont attachés à la valeur du travail et qui doit permettre, et notamment aux grandes organisations syndicales, de défiler dans la tranquillité. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années au Sénat, j'avais promu un texte qui a depuis été adopté contre la dissimulation du village, vous savez, notamment pour les Black Blocs qui entravaient ces manifestations. Et vous avez raison, puisque un certain nombre d'individus appellent au contournement des règles qu'a édictées la préfecture de police. Le préfet de police, à juste titre, vient de signaler à la justice les propos d'un individu qui est d'ailleurs par ailleurs un attaché parlementaire d'une députée insoumise. Il incitait à contourner le dispositif précisément de la préfecture de police. Celui-là même fait l'objet de trois autres signalements au procureur, un autre par le préfet de police et deux autres du ministère de l'Intérieur. Nous ne laisserons pas passer. Vous m'interrogez précisément sur la Jeune Garde. Nous ne pouvons dissoudre que lorsque nous avons des faits, que lorsqu'il y a un dossier qui est établi. Eh bien, je veux vous confirmer que dans quelques heures, la procédure contradictoire contre la Jeune Garde, qui doit amener, je l'espère, à cette dissolution, sera engagée. Nous sommes dans un pays où la règle de droit est importante. Ça sera l'occasion pour la Jeune Garde de faire valoir ses droits et c'est l'occasion pour nous d'amener, j'espère, à son terme la procédure de dissolution. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur, d'entendre le Rassemblement national qui, inlassablement, continuera à se battre pour la liberté des Français. Je vous remercie. La parole est à présent monsieur Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, il y a une chose que tous les Français ont en partage, c'est la volonté de vivre sereinement, ensemble et en paix, et de vivre dans un cadre, celui de la République qui libère, émancipe et offre sa chance à toutes et à tous, la République qui protège, aveugle aux croyances, la République qui rassemble, comme un lien indéfectible entre les Français. Vendredi dernier, un homme, Aboubacar Cissé, a été sauvagement assassiné dans la mosquée de la Grand-Combe. Un homme qui n'a pas été visé dans n'importe quel lieu, il l'a été dans une mosquée, là où il pratiquait sa foi.
Ce meurtre est une déchirure pour tous les Français, une déchirure pour la République. Car quand on s'en prend à un musulman, à un juif, à un chrétien, dans son lieu de culte, alors même qu'il est en train de prier son Dieu, c'est une défaite immense pour la France, pour toute la France et pour nos valeurs. Et donc, je le dis avec fermeté, honte à ceux qui oublient ce meurtre sauvage ou ne le condamnent qu'à demi-mot. Mais je le dis aussi, honte à ceux qui se servent de ce drame à des fins politiques, ceux qui font le choix du communautarisme. Et au nom de mon groupe, je veux dire tout notre soutien à notre collègue Jérôme Guedj, chassé d'une manifestation en mémoire du jeune homme tué sous les insultes et les cris au relent antisémites. C'est cela le résultat du communautarisme. Alors ensemble, luttons. L'immense majorité des Français attend cela. Ils sont si nombreux, les Français, à ne plus supporter cette idée installée selon laquelle il faudrait s'en prendre aux musulmans pour défendre les juifs ou aux juifs pour défendre les musulmans. Ne laissons pas la politique défaire ce que la République a su faire pendant si longtemps, nous unir. Monsieur le Premier ministre, comment votre gouvernement nous aidera à lutter pour la République, pour l'universalisme, contre toutes celles et ceux qui prêchent la haine et veulent nous diviser? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal. Merci de votre question et merci de la gravité que vous y avez mise. On a entendu des affrontements bord contre bord. Ça n'est pas du tout le climat dans lequel nous devons vivre, c'est même exactement le contraire. S'il vous plaît. En décembre 1957, un grand Français, Albert Camus, a reçu le prix Nobel. Et dans son discours, il a dit ceci. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, sur la planète, en géopolitique et dans nos sociétés, s'il vous plaît, c'est que des forces nombreuses, puissantes, obscures, ont pour objectif de défaire le monde dans lequel nous vivons. Il y a des forces qui cherchent, en alimentant ces affrontements, à y trouver un intérêt électoral, idéologique. Et il y a d'autres qui croient que l'adhésion à un camp ne se réalise que dans l'humiliation ou l'anéantissement de l'autre camp. Eh bien, nous, au contraire, la République, au contraire, nous pensons exactement le contraire. Nous pensons que le droit de cité commence avec la reconnaissance des différences, leur acceptation et le début d'une compréhension mutuelle. Ça commence, le droit de cité, en disant « vous, nos compatriotes musulmans, vous, nos compatriotes juifs, vous, nos compatriotes chrétiens, vous, nos compatriotes agnostiques ou athées, vous avez en France droit de cité. C'est votre pays, c'est votre maison, d'où que vous veniez, quelle que soit votre origine et les convictions qui vous animent. Mais je voudrais aller encore plus loin. Non seulement nous devons dire que tout le monde a droit de citer, mais nous avons devoir de citer. Nous avons le devoir de construire quelque chose qui nous réunit, qui nous fait grandir et qui nous fait nous comprendre aussi différents que nous soyons. La laïcité qui a été invoquée tout à l'heure, c'est très simple. C'est une règle. La foi ne fait pas la loi, mais la loi protège la foi. Chacun a le droit de sa conviction et il est protégé par pas seulement notre règle de droit, mais notre volonté nationale. Et c'est la raison pour laquelle
Nous ne laisserons pas faire les destructeurs, ceux qui veulent dissoudre le monde dans lequel nous vivons. Pas à pas et jour après jour, nous défendrons notre devoir de vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Romain Eskenazi pour le groupe socialiste. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vendredi, Aboubacar Cissé a été sauvagement assassiné dans une mosquée, en pleine prière. L'horreur. Au nom du groupe socialiste, j'exprime à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de nos compatriotes musulmans légitimement bouleversés par ce drame, notre soutien total et nos condoléances sincères. Mais avec son arme, c'est la nation tout entière, une et indivisible, que le meurtrier a frappé en plein cœur. C'est aujourd'hui la France qui est en deuil, comme l'illustre la minute de silence que nous venons d'observer et les nombreux rassemblements organisés partout en France par les maires. Aboubacar Cissé a été tué parce qu'il était musulman. Il s'agit d'un crime raciste, anti-musulman, islamophobe. Ça n'est pas un fait divers. Comme je l'exprimais il y a quelques jours à la tribune de notre Assemblée, notre pays connaît un climat nauséabond, un climat de division, de haine, alimenté par des discours politiques et médiatiques. Nos compatriotes musulmans ont peur, se sentent abandonnés, exclus de la communauté nationale. Je leur dis ici avec force, je le dis également à nos compatriotes juifs ou chrétiens et à toutes celles et ceux qui partagent cette crainte inadmissible pour leur sécurité. Au sein de la République laïque et universaliste, vous n'êtes pas seuls. Face à un tel drame, j'en appelle à l'unité nationale, car la division ne peut être le remède à la division. Et j'apporte bien évidemment mon soutien à notre collègue Jérôme Guedj. J'en appelle à la devise républicaine, qui est le seul chemin pour refaire vivre la cohésion nationale. La République n'impose pas la neutralité des citoyens. Elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, comme le dispose l'article 1er de la loi de 1905. La République doit assurer l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance. La République doit faire vivre la fraternité entre l'ensemble des citoyens. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous en appelons à la mobilisation générale. Allez-vous veiller à ce que la parole publique et médiatique ne stigmatise plus nos compatriotes musulmans? Allez-vous mettre fin à cette surenchère législative qui prétend combattre le communautarisme, mais ne fait que renforcer le repli, le sentiment d'exclusion et la légitimation de la violence? Allez-vous prendre, Monsieur le Premier ministre, la mesure de l'urgence et faire de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-musulman une priorité de nos politiques publiques? Merci. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci déjà pour votre question, la décence, la gravité et le sens de responsabilité de votre question. Je veux d'abord ici rendre hommage à Aboubacar Cissé. Il a été assassiné alors qu'il priait dans une mosquée. Il avait 22 ans. Il venait d'être diplômé d'un CAP de menuiserie et tous ses proches, ses amis, ses voisins le décrivent comme un homme de bien et un homme qui était extraordinairement bienveillant. C'est à lui d'abord que je pense, et évidemment à ses proches, à sa famille et à l'ensemble de nos compatriotes musulmans qui, par ce gemme et ce crime odieux, peuvent se sentir évidemment en danger. Je veux dire qu'aucune haine n'a sa place évidemment dans la République. Que ce soit la haine anti-musulman, que ce soit la haine anti-juif, que ce soit la haine anti-chrétien, aucune forme de haine anti-religieuse ne peut exister dans la République. Parce que notre République, elle est universaliste. Parce que notre République, elle ne reconnaît en effet que la capacité à croire ou à ne pas croire. Et notre République, elle protège l'ensemble des Français. Et c'est cet universalisme qui doit pouvoir nous faire tenir. La République, rien que la République, toute la République. Alors, vous nous invitez à du rassemblement. Oui, c'est cette unité que nous devons avoir, non pas la volonté ici de recréer des factions, non pas là la volonté d'attaquer un homme député avec des propos antisémites, alors que nous devons justement tenir ensemble et tenir ensemble l'unité de la nation. Alors oui, nous allons tenir, parce que nous allons tenir notre parole à l'ensemble des Français de pouvoir avoir cet esprit de rassemblement et d'unité. Nous allons tenir parce que nous allons tenir ensemble debout et nous allons tenir parce que nous devons, Monsieur le député, tenir la République. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vendredi dernier, à la Grand-Combe, Aboubacar Cissé a été massacré, poignardé dans une mosquée d'une 50aine de coups de couteau pendant qu'il priait. Tué parce que musulman. Nous adressons toutes nos condoléances à l'ensemble de sa famille et ses proches que nous avons reçus ce matin à l'Assemblée nationale.
Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer, non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermés à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu, c'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Vous n'avez jamais été à une provocation près, n'hésitant pas à lancer « Vive le sport et à bas le voile » devant des milliers de personnes. Pourtant, vous êtes aussi ministre des cultes, mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli et aujourd'hui les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, j'ai rendu hommage à Aboubacar Cissé et je me suis associé à la peine de la famille. J'ai d'ailleurs entendu que je n'avais pas voulu recevoir cette famille. Vous savez que c'est absolument faux. Dès dimanche, je m'en suis enquis vis-à-vis du préfet qu'il puisse rechercher si il avait effectivement des parents. Et je lui ai d'ailleurs demandé qu'il entre en contact avec ses parents, notamment pour régler avec eux la question, s'il le souhaitait, si la famille le souhaitait, du rapatriement du corps. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai rien fait, c'est faux. Dès le vendredi après-midi, j'ai fait une déclaration. Dès le vendredi après-midi, j'ai demandé au préfet du Gard et ensuite à l'ensemble des préfets de France de sécuriser les lieux de culte, comme je le fais systématiquement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient voyez, les religions. Et voyez, il y a quelque chose qui tranche profondément entre l'ambiance que vous essayez d'instrumentaliser et ce que j'ai vécu dimanche en face des représentants du culte musulman. Ce contraste, c'est la très grande dignité de ces hommes que j'avais devant moi. Et c'est l'indignité de l'instrumentalisation que j'entends ici par vos propos. Ce à quoi je crois, c'est à une République. Ce que nous devons, comme l'a très bien dit la présidente de l'Assemblée nationale tout à l'heure, c'est préserver une unité de notre société française qui est archipélisée. L'unité, bien sûr, dans une communauté nationale. Je ferai, parce que je suis ministre des cultes, de toutes mes forces, je souhaite qu'en France, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on ait une liberté de conscience. Que ceux qui confessent la profession juive, musulmane ou chrétienne puissent librement pratiquer. Je fais le nécessaire pour les pratiquer parce que je pense que, vous voyez, la France, c'est ce pays qui a réussi à articuler ce qu'il y a de plus singulier dans chaque être humain et de plus universel dans tous les êtres humains. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Merci, Madame la Présidente. Avec le groupe Horizon et Indépendants, je souhaite interroger le gouvernement sur des déclarations ministérielles récentes. Tout d'abord, la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Deuxième point, la création d'une taxe locale en remplacement de la taxe d'habitation. Certaines déclarations envoient des messages contradictoires et sèment la confusion auprès des Français. Ces propositions sont contraires à ce que déclarent le président de la République et les gouvernements successifs depuis plusieurs années, à savoir pas d'augmentation d'impôts,
pas de taxes nouvelles. Ma première question, quelles mesures d'économie le gouvernement propose par des réformes de structure et des réformes de fond? La France a un fonctionnement coûteux. Il faut donc le réformer. Autorité administrative, agences de l'État, Haut Conseil, délégués interministériels, collectivités territoriales. L'exemple doit venir par le haut si l'on veut que les Français acceptent des mesures de rigueur. Ma deuxième question, quelles sont les propositions du gouvernement pour aller en ce sens? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, je veux vous rassurer, vous dire d'abord que dans la préparation du projet de loi de finances pour 2026, le Premier ministre nous a demandé de mettre en place une méthode qui est la méthode du dialogue. Et ce dialogue, il se déroule en ce moment, il se déroule avec ma collègue Catherine Vautrin dans le cadre du dialogue social, avec mon collègue François Rebsamen qui réunira le 6 mai les représentants des collectivités locales, et pour ce qui concerne l'ensemble de l'État, où nous dialoguons avec l'ensemble des parties prenantes. Ce dialogue va donner lieu, puisque je rappelle que nous sommes à la fin du mois d'avril 2025, et donc ce temps de dialogue va se dérouler jusqu'au mois de juillet, et le Premier ministre, comme il l'a annoncé, au mois de juillet, rendra les arbitrages. Aucune décision n'est prise, rien n'est arbitré. Cela dit, je peux vous rappeler le cadre dans lequel nous travaillons avec ma collègue Amélie de Montchalin. Ce cadre, il est très simple. Pas de nouveaux impôts. Pas de nouveaux impôts. Et l'objectif qui est le nôtre, de désendetter notre nation, d'arriver à un déficit inférieur à 3% en 2029, nous allons l'atteindre par la maîtrise de la dépense publique. Et c'est la maîtrise de la dépense publique dans ces trois composantes, les collectivités locales, la sécurité sociale et l'État, qui va nous permettre d'atteindre cet objectif en respectant les engagements que vous avez rappelés à juste titre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Simplement, je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, mais vous savez, je suis convaincu que nos concitoyens ont bien compris dans quelle situation se trouvent les finances de notre pays. Mais je le dis et je le redis ici, y compris à vous, monsieur le Premier ministre, et je sais que vous en êtes conscient. Les mesures de restriction et de rigueur ne seront acceptées que si l'exemple vient par le haut. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Aurélie Trouvé pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie, chers collègues, vous venez d'abandonner l'usine de chimie Vancorex. Votre fiasco industriel continue. Après la chimie, l'acier. Ça fait des mois que les salariés d'ArcelorMittal nous alertent. Oui, le groupe s'apprête à délocaliser vers l'Inde et à fermer les derniers hauts fourneaux français. D'ailleurs, en audition de la Commission des affaires économiques, le PDG l'a reconnu, les derniers sites sont sur la sellette. Et l'annonce vient de tomber. 600 licenciements, 177 rien qu'à Dunkerque, des postes opérationnels et de maintenance. Oui, ArcelorMittal organise la chute de l'industrie française et la chute prochaine des 40 sites avec les 15 000 salariés. Et si la sidérurgie disparaît, ça entraînera dans sa chute, vous le savez, l'industrie automobile, la construction navale, etc. Vous maintenez que tout est sous contrôle, que vous faites ce qu'il faut. Alors j'ai des questions simples et précises. Quand et comment allez-vous protéger l'acier face à la concurrence déloyale? Quand, monsieur Séjourné, le commissaire européen que le président Macron a envoyé à Bruxelles, sortira-t-il enfin un plan d'acier efficace? Et j'ai bien dit efficace. Ensuite,
ArcelorMittal siphonne depuis très longtemps les fonds publics, ne tient pas ses engagements pour rentabiliser les capitaux. 13 ans après Florange, allez-vous laisser ce groupe vous promener encore longtemps sans lui imposer des conditions? Le groupe s'est vu attribuer 850 millions d'aides publiques pour décarboner, il n'a rien entamé. Combien d'euros ont été versés sur ces 850 millions? Sont-ils conditionnés à maintien de l'emploi? Où laisserez-vous Mittal tout délocaliser après avoir reçu tout cet argent? Et enfin, vous engagez-vous, s'il y a annonce de la fermeture des sites, vous engagez-vous à nationaliser comme viennent de le faire les Britanniques? Merci beaucoup. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Aurélie Trouvé. L'annonce des réductions d'effectifs par le groupe Arcelor est une mauvaise nouvelle et ma première pensée, elle va évidemment aux salariés sur les 7 sites français qui sont concernés par ces réductions d'effectifs. Vous le savez, la situation de l'acier, la situation de la sidérurgie est difficile. Entre 2018 et 2023, la production d'acier a diminué en Europe de 20% et partout, dans tous les pays. Des réductions d'effectifs sont annoncées, 11 000 en Allemagne, par ThyssenKrupp il y a quelques temps. Et rappelez à cet égard que les annonces qui viennent d'être faites ne mentionnent aucune fermeture de site en France, je veux le dire. Dans cette situation, nous agissons. J'ai alerté dès ma nomination comme ministre de l'Industrie sur les difficultés du secteur. J'ai réuni le 17 février à Bercy l'ensemble des ministres concernés par la production sidérurgique en Europe, l'ensemble des acteurs économiques et notamment les organisations syndicales, pour formuler des propositions qui ont été reprises le 19 mars par le commissaire Séjourné et la Commission européenne dans son ensemble, dans le cadre d'un plan d'urgence pour soutenir la filière acier européenne. Parmi ces propositions, et pour répondre à votre question, des propositions qui touchent à la protection commerciale, car évidemment, une grande partie du problème tient aux surcapacités chinoises et au fait que nos sidérurgistes ne se battent pas à armes égales face à des productions qui sont massivement subventionnées. Nous commençons d'agir, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin, ça signifie renforcer la protection commerciale. Aller plus loin, ça signifie soutenir les investissements. Et je veux vous répondre très clairement, Madame la Présidente. Les 850 millions d'euros qui ont été annoncés n'ont pas été versés, car ils sont conditionnés à la réalisation d'investissements qui, pour l'instant, sont suspendus. Notre responsabilité, avec l'ensemble des élus, c'est de faire en sorte de donner des perspectives à l'ensemble des sites, et notamment à celui de Dunkerque, concernés par ces investissements. Nous continuerons d'agir parce que l'acier, c'est l'industrie des industries sans laquelle l'automobile, la défense ne peuvent plus produire. Nous allons continuer d'agir et nous agirons de manière collective avec l'ensemble des élus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une seconde. Pour une seconde, je retiens que vous ne vous engagez pas sur la nationalisation, que comme pour Vincorex, vous vous apprêtez à liquider plutôt que nationaliser. Merci.